Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mardi 4 août 2026 et notre cher ami, le colonel Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima, comme d'habitude. Permettez-moi de commencer par ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Il y a tout juste une heure, nous avons appris que le Yémen avait frappé un aéroport saoudien, l'un des aéroports là-bas. Des cibles sensibles ont été touchées. Nous ne savons pas encore de quelle cible il s'agissait, mais ils affirment avoir touché des cibles sensibles. Autre fait important concernant l'Arabie saoudite. Un pétrolier battant pavillon indien, qui transportait du pétrole saoudien, a été détruit par un bateau suicide yéménite. Voilà ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et le Yémen. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Arbaïn. Comme je l'ai mentionné avant ce direct, c'est le 40e jour après le martyre de l'imam Hussein dans l'islam chiite. Et nous savons que l'Iran et l'Irak commémorent ce 40e jour. Et aujourd'hui, ou demain, d'ici demain soir, peut-être que l'Irak va attaquer l'Arabie saoudite. Et aujourd'hui, j'ai appris du professeur Marandi que l'Arabie saoudite ils ont envoyé des messages où ils ont parlé avec les Iraniens en leur disant qu'ils n'avaient pas attaqué l'Irak, que c'était les États-Unis qui avaient attaqué l'Irak. Voilà toute la complexité de cette affaire et la façon dont on le voit. Ils se vantaient de l'attaque contre l'Iran. Et maintenant, ils disent « Hey, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Ce sont les États-Unis. » Larry, quelle est votre lecture de ce qui se passe dans le cas de l'Arabie saoudite? C'est tellement important pour son économie, parce qu'elle subit en ce moment une pression énorme à cause du détroit d'Ormuz et de la mer Rouge. Je n'aimerais pas être à la place de Mohammed Ben Salman en ce moment, parce qu'il est pris sous plusieurs pressions différentes. Il est coincé, et je pense que, comme Trump, et je ne compare pas MBS à Trump, MBS est plutôt intelligent, mais il est pris dans ces différentes pressions. D'un côté, il subit la pression de Trump, du programme nucléaire, des accords d'Abraham et des Palestiniens. Il subit aussi, bien sûr, la pression directe liée à ce que font les Houthis dans les prochaines semaines. Et puis, il y a la pression de la situation dans son ensemble. Je sais que les Saoudiens aujourd'hui, j'ai vérifié hier, ne détiennent, je crois, pas beaucoup plus que quelques pourcents de notre dette souveraine à l'heure actuelle. Mais ils doivent aussi se préoccuper de cela et de leur relation avec l'Empire. Parce que je pense qu'ils reconnaissent de plus en plus que l'Empire va être chassé d'Asie du Sud-Ouest. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles MBS a fait certaines des premières démarches qu'il a entreprises. Il essaye de nous offrir un point d'ancrage, si vous voulez. Et c'est aussi de cela qu'il s'agissait avec l'accord nucléaire. Il a obtenu ce qu'il voulait, mais nous avons aussi obtenu ce que nous voulions. Et ce qu'il voulait, ce n'était pas seulement un accord nucléaire. Il voulait aussi quelque chose qui ancre l'Empire à Riyad. Parce que cet ancrage, si vous voulez, disparaît rapidement. Et il nous voit être expulsés. Si nous devons être expulsés, il ne veut pas que cela inclue son pays, du moins pas avant que l'accord nucléaire soit conclu, et ainsi de suite. Et peut-être qu'il explore d'autres options, mais je pense qu'en ce moment, il est vraiment dans un sale piège. Et il y a été mis par Donald Trump et Bibi Netanyahou. Je m'empresse d'ajouter que j'ai même maintenant un peu plus d'informations sur le déroulement des rencontres entre Netanyahou et Trump. Et l'impression générale que j'en retire aujourd'hui, et je pense qu'elle est assez solide, c'est que ça a été terrible. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Bibi a sorti quelque chose, et Trump s'en est irrité. Il n'en a pas été impressionné ni intimidé. Je ne sais pas si c'était Epstein ou autre chose, mais Bibi a bien essayé de sortir quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que Trump a essentiellement dit « ça te nuira autant qu'à moi ». Donc ça me fait pas peur du tout.
Qu'est-ce que t'as d'autre dans ton sac? Ou quelque chose comme ça. Et il avait raison, parce que réfléchissez-y. Si certaines des choses que je pense avoir été utilisées par Bibi de manière assez désordonnée, y compris Epstein, étaient déployées, ça pourrait se retourner contre Bibi tout aussi durement que contre Trump, voire pas du tout contre Trump, compte tenu de sa position politique précaire en Israël en ce moment. Donc, je ne sais pas très bien où en est cette relation actuellement. Et je pense que c'est très important. Parce que si on continue dans la folie qu'on affiche aujourd'hui, et qu'on affiche depuis quoi, le 28 février, si on continue et qu'on approfondit cette folie, alors il y aura une attaque majeure contre Israël. Et je pense que ce sera la fin de l'État. Au moins, la partie juive de l'État sera finie, parce que l'Iran va semer le chaos d'un bout à l'autre d'Israël. Et ça mettra aussi hors service beaucoup de moyens américains. C'est pour ça que Katz a dit ce qu'il a dit. Sortez vos avions d'ici. Vous êtes dans un environnement saturé de cibles. Sortez-les d'ici. Et Bibi a dû annuler son ordre. Mais ce que Bibi n'a pas désavoué, et ce qui a aussi mis Trump en colère pendant la réunion, c'est qu'il ne va se conformer à rien de ce que Trump prévoit dans son bel avenir humanitaire pour les Palestiniens, Gaza, et ainsi de suite. Il ne va se conformer à rien de tout ça. Et il vient de le prouver en tuant encore davantage de gens qu'avant à Gaza, qu'il s'agisse du Hamas ou de simples civils innocents. Il a aussi accéléré le rythme en Cisjordanie. Et je pense qu'il se prépare à aller encore plus loin, de manière bien plus spectaculaire, au Liban. Et donc, il ne fait rien de ce que Trump lui a probablement demandé de faire lors de cette réunion et qu'il a peut-être accepté de faire avant de rentrer chez lui et de revenir sur tout ça. Et l'un des éléments importants ici, je pense, probablement l'un des plus importants qui se passe à Gaza en ce moment, et peut-être en Israël même, c'est qu'il n'acceptera aucune des conditions que nous lui avons imposées pour le déploiement d'une force internationale, quelle qu'elle puisse être, ou pour que quoi que ce soit se produise à Gaza concernant cette future organisation humanitaire, quelle qu'elle soit. Parce qu'il n'acceptera pas les paramètres qui ont été exprimés, et le Hamas non plus. Et le Hamas n'a pas accepté cela sans réserve. C'est vrai. Le désarmement du Hamas et la question de savoir qui sera la force présente à Gaza après ça, même si cela se produit. Tout cela est un désordre. C'est un désordre complet en Israël, avec toutes les promesses qu'il a apparemment faites à Trump et qu'il ne tiendra pas et tout ce qu'il va faire pour provoquer l'Iran. Et puis, il est dans une situation politique tellement mauvaise que je pense qu'il ferait à peu près n'importe quoi pour entraîner fortement les États-Unis avec lui dans une nouvelle attaque contre l'Iran, une attaque conjointe contre l'Iran. Donc, nous assistons à une évolution. Et puis, comme vous et moi en parlions avant l'antenne, il y a cette information de CNN ou ce reportage sur Brad Cooper, l'amiral qui dirige le commandement central, le commandement responsable de cette guerre. Il serait tellement perdu qu'il sonde sa communauté du renseignement, ses propres forces, pour trouver des idées. Une demande aurait été envoyée, si l'on en croit ce reportage, par le commandant Brad Cooper. Elle a été transmise à son commandement. J'ai besoin d'idées. Nous ne sommes pas en train de gagner cette guerre, j'ai besoin d'idées. Ça vous montre donc la frustration des militaires. Et en plus de ça, j'entends dire que le commandant en chef, le chasseur, il porte 2 casquettes, commandant américain et commandant suprême allié en Europe, le commandant de l'OTAN. Le général de l'armée de l'air, Alexus Grinkewich. J'entends dire qu'il essaie vraiment de calmer le jeu en Méditerranée, et pas seulement en ce qui concerne les forces navales, dont la plupart, voire toutes, relèvent de lui. La 6e flotte, le groupe naval permanent de l'OTAN, et ainsi de suite. On leur demande de défendre Israël lorsque tout cela se met en place et qu'Israël subit une très grave, horrible attaque de l'Iran. Et lui dit à juste titre,
Je ne peux pas faire ça tout en soutenant mes propres plans de guerre. Et vous avez d'autres commandants en chef, on ne les appelle plus les SINC, mais les commandants de combat, ailleurs dans le monde, en dehors du EUCOM. Vous avez l'AFRICOM et bien sûr l'INDOPACOM, qui disent des choses similaires à Kane. Leurs stocks de munitions sont tellement entamés qu'ils ne peuvent plus mener à bien leur plan de guerre. On assiste enfin à de fortes dissensions au sein du Pentagone, parmi des commandants assez haut placés. Et je ne pense pas que Hegseth ait la moindre idée de ce qu'il faut faire. Kane sait qu'il a un problème de munitions et un problème avec ses commandants. Mais ces divisions au sein de l'armée américaine et le fait que Brad Cooper demande des idées à ses équipes montrent à quel point nous sommes désemparés et à quel point nous échouons dans ce conflit. Et nous continuerons d'échouer. En plus de cela, le président tient des propos qui sont inadmissibles. Encore une fois, il parle de semer la terreur par les bombes et ainsi de suite. Je veux dire, on peut pas contrôler Trump, visiblement. Même si on en a l'intention, même si on a des raisons de le faire, on ne peut pas. Il sort et il dit ces choses-là. Et la plupart de ce qu'il raconte sur la diplomatie par-ci, la diplomatie par-là, les Iraniens qui cèdent, qui veulent reparler, ce sont tous des mensonges. Des mensonges éhontés qu'il invente de toutes pièces ou qu'il reprend à Laura Loomer ou à quelqu'un d'autre. Ça ne l'aide pas du tout face au véritable problème qu'il a, qui reste le même. C'est toujours le détroit d'Ormuz. C'est toujours le programme nucléaire. Ce sont toujours les missiles balistiques. Ce sont toutes ces choses qu'il disait vouloir accomplir en lançant cette affaire au départ. Et rien, zéro, n'a été réalisé. En fait, dans bien des cas, comme avec le détroit d'Ormuz, ça s'est très fortement retourné contre lui. Nous avons donc un président qui n'a aucune idée de la manière de se sortir du bourbier dans lequel il se trouve. Et il continue de mentir régulièrement à ce sujet, qu'il s'agisse de la diplomatie en cours ou de l'action militaire en cours, parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Or, je vous le dis, on ne peut pas sortir le commandant en chef de ce conflit à coups de mensonges. Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation très grave, probablement encore plus grave que ce que j'avais moi-même pensé que nous finirions par connaître. Larry, dans l'article que vous avez mentionné sur CNN, il est dit que nous cherchons des moyens nouveaux, créatifs et non conventionnels de faire pression sur l'Iran et de le punir. Et quand on parle de moyens non conventionnels, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela pourrait vouloir dire un certain nombre de choses, y compris utiliser des forces terrestres de manière ciblée, y compris s'en prendre à l'île de Karg, par exemple. Cela pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Cela pourrait aussi vouloir dire utiliser des armes nucléaires. Je ne l'espère pas, mais c'est possible. Mais cela vous montre le désespoir de Bradley Cooper, même si c'est une histoire vraie et qu'elle me paraît sonner juste. Mais cela montre ce désespoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien de ce que nous avons fait, de ce que nous avons été autorisés à faire, ou peut-être des choses que nous avons faites sans y être autorisés, je suis déjà passé par là, n'a marché. Et il ne semble pas que cela va marcher. On peut continuer à larguer des bombes toute la journée jusqu'à ce qu'on n'ait plus de bombes, mais ça ne brisera pas la volonté de l'Iran. Alors que peut-on faire? Pour moi, ce serait le signe ultime du désespoir. Si cette information est vraie, si un commandant 4 étoiles va voir son commandement pour demander des idées sur la manière de renverser la situation dans ce conflit, d'en faire un résultat positif plutôt que les résultats négatifs qui se préparent actuellement, c'est incroyable. Apparemment, c'est bien ce qui se passe. Je ne pense pas que CNN ait inventé ça, mais c'est incroyable, c'est stupéfiant, autrement dit. Et cela montre le désespoir de cette administration
de sa branche militaire, y compris Hegseth, et de sa branche civile. Ils ne savent tout simplement pas quoi faire. Ils ont déclenché cette guerre. Ils mènent cette guerre avec le seul moyen dont l'armée semble disposer, surtout des bombes et d'autres choses du même genre qui explosent sur le territoire iranien. Ils pensaient que le régime s'effondrerait. Bibi leur a dit que le régime s'effondrerait. Bibi est maintenant dans une situation très difficile, politiquement et militairement, et rien ne marche. Je ne voudrais être à la place de cette administration pour rien au monde. Ils ont tout foiré, absolument tout ce qu'ils ont touché depuis le 28 février. Ils ont tout foiré. Quand il parle d'une invasion terrestre, Larry, hier, nous avons appris que les forces terrestres spéciales iraniennes avaient mené plus de 14 opérations sur le sol irakien, au Kurdistan irakien. Cela veut dire que les combats au sol ont eu lieu ou sont en cours pendant que nous parlons. C'est pour cela que vous voyez des attaques iraniennes au Kurdistan irakien et dans cette zone. Ce n'était pas à l'intérieur de l'Iran, c'était à l'extérieur de l'Iran, en Irak. D'une certaine manière, l'Iran agit de façon préventive. L'attaque vise à prévenir toute possibilité d'une invasion terrestre depuis cette frontière. Ce que j'avais entendu, c'est qu'ils essayaient de faire participer les Peshmerga et d'autres forces associées du nord de l'Irak. Et j'ai entendu dire qu'ils avaient complètement échoué. Les Peshmerga ont déjà servi de marionnettes aux États-Unis par le passé. Et je pense que ce serait extrêmement difficile, compte tenu de la situation qu'ils connaissent aujourd'hui dans le nord de l'Irak, qui n'est pas une mauvaise situation. Je veux dire, on pourrait dire que, d'une certaine manière, la partie la plus prospère de l'Irak, c'est cette région-là. Et cela tient en partie au fait que les dirigeants kurdes ont réussi à comprendre certaines choses et à coopérer un peu mieux, et ainsi de suite. Donc je ne pense pas que vous arriverez à les convaincre de mener des opérations militaires à l'intérieur de l'Iran. Donc ma question serait la suivante. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de lancer des opérations militaires depuis le Kurdistan vers l'Iran, sous prétexte que ce seraient les Peshmerga, ou sous prétexte que ce seraient les forces du Kurdistan? Je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Et je reviens à mon point de départ. Les États-Unis les ont trompés tellement de fois. Je remonte jusqu'à l'opération Provide Comfort, par exemple. On les a tellement entubés chaque fois qu'on leur a demandé de nous aider ou de faire des choses avec nous, que moi je ne tomberai plus dans nos pièges. Tout simplement pas. Donc je ne sais pas de quoi ils parlent en évoquant des opérations depuis le Kurdistan, à moins qu'on parle d'utiliser nos forces depuis le Kurdistan pour faire quelque chose qui tenterait de déstabiliser l'Iran. Je ne pense pas que ça marcherait. Vraiment pas. Et je me demande ce que les Turcs pensent de ça, parce qu'ils étaient parvenus à un arrangement assez satisfaisant avec les forces qu'ils devaient régulièrement envoyer sur place, au Kurdistan, pour rétablir l'ordre de temps en temps. Les Turcs ont un véritable intérêt, un intérêt important, non seulement dans ce qui se passe dans le sud-est de la Turquie, mais aussi en Iran, en Syrie et en Irak. Et ils semblaient avoir réglé leurs problèmes. À ma connaissance, ils n'ont pas envoyé en Irak de troupes en nombre significatif depuis longtemps. Donc cela risquerait de tout remettre en mouvement. Et je ne pense pas qu'ils en seraient heureux non plus. Et j'attends toujours. J'attends toujours, comme le dit Doug McGregor, que la Turquie entre dans la mêlée d'une manière ou d'une autre et qu'elle fasse peser son poids quelque part. Je serais très intéressé de voir ce que feront les Turcs si Netanyahou se lance vraiment à fond au Liban, une nouvelle fois. Il doit encore faire face au Hezbollah, et le Hezbollah constitue un front crédible.
Je soupçonne qu'ils ont été assez bien réapprovisionnés à présent. Si vous pensez à cette ligne ferroviaire qui entre en Iran, par l'ouest ou par l'est jusqu'à Téhéran, et si vous pensez à la liaison caspienne, je suis presque certain qu'une partie de ces approvisionnements est arrivée jusqu'au Hezbollah. Ils sont donc prêts à repartir eux aussi. Et si le Hezbollah se joint à l'Iran dans cette attaque qui pourrait se préparer contre Israël, Israël va le payer très cher. Je pense que, dans le cas d'Israël, peu importe qu'il y ait Benjamin Netanyahou ou peut-être Naftali Bennett qui arrive. Naftali Bennett a dit qu'il estime que le Qatar est pire que l'Iran, parce que le Qatar joue d'une certaine manière avec les États-Unis, en essayant de dire « nous ne sommes pas l'ennemi ». Mais, selon lui, ils sont l'ennemi d'Israël. On se demande quelle part relève de la rhétorique politique puisqu'il veut remplacer Netanyahou. Mais je soupçonne que c'est sincère. Je ne connais pas très bien Bennett, mais je pense qu'il y en a certains, disons les choses comme ça, surtout au Likoud, mais aussi dans les petits partis qui composent la coalition, qui n'aiment pas du tout le Qatar. Et ils ont probablement raison. Enfin, quand on examine ça de près, ils ont probablement raison. Mais c'est aussi en partie la faute de Netanyahou, parce qu'il utilisait le Qatar pour faire parvenir de l'argent au Hamas, afin de soutenir le Hamas plutôt que l'autorité palestinienne, parce que le Hamas était opposé à la solution à 2 États, alors que l'autorité palestinienne y était favorable. Donc, il n'aimait pas l'autorité palestinienne et il voulait utiliser le Hamas indirectement pour l'empêcher de triompher. Et il y est plutôt bien parvenu. Sauf que le retour de bâton du 7 octobre a été considérable. Si vous pensez que Netanyahou ne savait pas que cela allait arriver, et si vous pensez qu'il ne l'a pas laissé se produire. Or, certains observateurs, plus experts de la région que moi, estiment que Netanyahou était au courant de tout et qu'il l'a utilisé comme le 11 septembre, et comme nous avons utilisé le 11 septembre en Amérique, pour répondre par la force militaire, les sanctions et tout le reste. Cela a donné aux néoconservateurs un prétexte pour mettre en œuvre la stratégie de la rupture nette. Autrement dit, celle dont nous voyons aujourd'hui le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'était le renversement du régime en Iran, garantir la sécurité et la pérennité d'Israël et aussi assurer le grand Israël. Toutes ces stratégies sont maintenant mêlées. Elles sont toutes, dans une certaine mesure, confondues. Mais un nombre suffisant d'entre elles se sont réalisées. Les nôtres après le 11 septembre, la guerre mondiale contre le terrorisme, si vous voulez, et cette affaire avec l'Iran aujourd'hui. Ce dernier chapitre ne découle pas explicitement de la stratégie de la rupture nette. Et je ne pense pas qu'aucun des néoconservateurs aurait imaginé que Donald Trump serait leur sauveur à cet égard. Mais il l'a été. Il l'est. C'est lui qui cherche à provoquer un changement de régime avec des bombes, des balles et des baïonnettes. La situation, Larry, est désespérée pour Donald Trump. On le comprend à travers ses derniers commentaires sur Chevron et Exxon. Il a dit que ces entreprises gagnent beaucoup d'argent et qu'elles ne le partagent pas à cause des pénuries, à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Quand il s'en prend à Exxon et Chevron, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Ce sont 2 de ses plus grands soutiens. Oui. Et je viens de regarder, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qu'Abby Martin et d'autres ont fait sur le changement climatique, la crise climatique, et sur le plus gros contributeur à cette crise aussi. Elle a tout à fait raison dans ce documentaire. Je veux dire, l'armée américaine, c'est comme le 54e État en quelque sorte, juste après le Portugal, dans la liste des consommateurs de combustibles fossiles, ou quelque chose comme ça. Et quand on regarde ExxonMobil est dans les 2.
Moi, je divise les deux États qui composent aujourd'hui l'Amérique et l'Empire en deux catégories. L'État de sécurité nationale. La plupart des gens le connaissent, la plupart des gens ont lu quelque chose à ce sujet. Il est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Toute la volonté de l'État de sécurité nationale se résume à Lockheed Martin, RTX et aux autres marchands de mort, ainsi qu'à tout l'argent qui est gagné grâce à ça. Mais il y a aussi l'État capitaliste prédateur. Nancy MacLean de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill en a parlé dans son livre Democracy in Chains. Charles Koch a en quelque sorte lancé ça. Donc vous avez ces deux États qui existent aujourd'hui au sein de l'Empire. L'État de sécurité nationale engloutit des sommes considérables et l'État capitaliste prédateur l'aide et l'alimente, pour ainsi dire. Vous avez donc des entreprises comme ExxonMobil qui sont présentes dans les deux États. Parce que c'est une entreprise capitaliste prédatrice par excellence et que dans le même temps, son principal client, c'est le département de la Défense. Elle vend davantage au département de la Défense qu'à n'importe qui d'autre dans le monde. C'est pourquoi le département de la Défense est l'un des plus grands pollueurs au monde. C'est de cela que parle ce documentaire. Il y a aussi des séquences saisissantes où l'on vous explique un seul B-52 consomme autant que des millions d'Américains roulant sur l'autoroute, ce genre de choses. En même temps, vous avez Lockheed Martin, par exemple, et tous ces marchands de mort. Ils font partie de l'État de sécurité nationale, mais aussi de l'État capitaliste prédateur à cause de l'argent qu'ils gagnent. Donc, vous avez ces deux États qui parfois s'affrontent. Mais aujourd'hui, le plus souvent, ils agissent en synergie et ils détruisent les États-Unis d'Amérique. Trump n'a pas la moindre idée de tout ça. Mais beaucoup d'entre eux savent ce qu'il fait, aiment ce qu'il fait et sont ses plus grands soutiens. Comment sortir de là? Je veux dire, comment faire? Vous êtes capturé par ces deux États et Trump est au sommet de tout ça. Il alimente les deux. Et les deux vont tous nous tuer, Nima. Ils vont tous nous tuer avec la crise climatique. Si je parle de ces deux entreprises, c'est parce que je me demande quelle serait la solution, Larry, pour Donald Trump. Comme nous l'avons évoqué, en Irak, à mesure que le temps passe et que les combats se poursuivent sur ce front, ça ne semble pas bien se passer pour Donald Trump, compte tenu de sa récente décision de retirer certains de ses systèmes patriotes d'Irak. On a l'impression qu'ils abandonnent l'Irak, d'une certaine manière. Et voyez-vous le moment où ils abandonneraient le pays, où ils partiraient, où ils retireraient tous ces systèmes de défense aérienne, et peut-être aussi des armes d'Irak? Air defense systems, maybe weapons from Iraq? Nima, je pense que nous avons abandonné l'Irak il y a quelque temps. Nous avons fait comme si nous voulions maintenir de bonnes relations et peut-être garder quelques forces sur place, en avançant des raisons pour cela et tout le reste. Mais je pense que nous avons abandonné l'Irak à peu près au moment où Obama est parti. Et depuis, notre attitude envers Bagdad a été très désinvolte. En particulier parce que Bagdad n'a jamais vraiment agi contre les milices chiites. Nous les avons vus là-bas et nous avons vu l'influence de l'Iran. Et à mesure que nous avons développé cette haine viscérale envers l'Iran et que nous avons compris ce qui se passait dans la région du Golfe, de notre propre fait, après avoir renversé Saddam Hussein, celui-ci n'a pas été remplacé par, comme beaucoup l'avaient dit, un gouvernement irakien qui continuerait à considérer les Perses comme des ennemis et qui refuserait de traiter avec eux. À la place, il y avait un gouvernement qui voulait au moins s'entendre avec eux, qui voulait au moins avoir une relation économique avec eux et peut-être une relation religieuse, ce genre de choses. Ça nous plaisait pas. Ça nous plaisait pas. Alors depuis, nous sommes en conflit avec l'Irak de bien des façons. Ils avaient tout simplement pas assez de poids pour nous dire de partir, de dégager.
Ils auraient adoré pouvoir le faire. Cela a été suggéré à plusieurs reprises. Et à un moment, j'ai cru qu'ils allaient conclure un accord pour qu'on parte. Mais nous ne l'aurions jamais fait. Et notre présence est devenue de plus en plus liée à l'Iran, pas à notre volonté de défendre l'Irak. Et ils le savent. Ils le savent. Donc, Nima, je ne serais pas surpris que n'importe quel jour, la moitié de la population irakienne, sinon davantage, ait envie de nous combattre et de nous tuer autant que n'importe qui d'autre dans le monde. Mais ils n'en ont tout simplement pas les moyens. Et ils n'aiment pas que nous soyons là. Ils ne veulent pas de nous là-bas. Et si nous partions, ils diraient « Salut, bonne chance » ou « Mauvaise chance ». Donc au mieux, c'est une relation difficile. Et au pire, c'est une relation hostile. C'est aussi une autre raison pour laquelle je pense que c'en est fini de l'Empire en Asie du Sud-Ouest. Je ne pense que personne nous y veuille encore. Point final. Même pas les États qui pourraient prétendre le contraire, qui ont accueilli l'OED par exemple, et qui ont payé tous nos coûts de carburant et tout le reste, parce qu'ils voient ce que nous leur avons apporté. Ils ne peuvent pas être à moitié lucides, les yeux ouverts, sans voir ce que nous leur avons apporté. Et ce que nous leur avons apporté, c'est de plus en plus leur destruction. Comment pourriez-vous aimer ça? Yeah. Reuters reported that the United States has virtually Reuters a rapporté que les États-Unis ont pratiquement, vous savez, utilisé la quasi-totalité de leurs missiles sol-sol à longue portée, comme les attaques MS, les PRSM, les Precision Strike Missiles. Et selon le nouveau rapport publié hier par Reuters, les États-Unis attaquaient l'Iran dans l'ouest du pays en utilisant des HIMARS. En gros, des attaques MS et des PRSM ont été utilisées depuis le Koweït pour frapper des cibles dans l'ouest de l'Iran. Puis il y a eu une réponse iranienne contre le Koweït, des représailles contre le Koweït. Il y a deux éléments importants. Le premier, ce sont ces attaques par missiles sol-sol. Le second, ce sont les missiles de croisière ou les missiles Tomahawk. Et il n'y a pas, vous savez, de rapport positif sur ces deux aspects. Alors comment ça va-t-il apporter une solution militaire à Donald Trump? Je dirais que dans son dernier commentaire, il a dit quelque chose de très étrange. C'est parce que la terreur militaire, est-ce que cela signifie qu'il va envisager une bombe nucléaire? Parce qu'il commence à manquer de ces missiles, qui sont importants. Vous savez, c'est une situation encore plus complexe qu'on pourrait le penser, du moins d'après ce que j'entends. Nous avons aussi une énorme ponction en Ukraine parce que nous continuons à y envoyer du matériel. Nous continuons à fournir des munitions à l'Ukraine. Nous avons donc cette ponction très importante en Ukraine, en Israël et dans le conflit avec l'Iran, et elle fait chuter considérablement les stocks partout dans le monde. Donc, comme je l'ai indiqué auparavant, le général Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, doit gérer ses autres commandants de combat qui deviennent très véhéments à ce sujet. En même temps, vous avez le secrétaire Hegseth qui, apparemment, je sais qu'on lui dit, j'ai de très bonnes sources qui me disent qu'on lui dit, mais il ne semble pas vouloir faire quoi que ce soit qui irait à l'encontre de sa servilité, si vous voulez, envers Donald Trump. Donc vous n'avez rien de la part du secrétaire à la défense, à la guerre, appelez-le comme vous voulez. Vous n'avez rien de sa part dans cette discussion, si ce n'est que Kane le lui a dit et que j'imagine ça s'est heurté à un blocage à ce stade. Je ne sais pas si Kane a utilisé son pouvoir pour s'adresser directement au président. Si j'étais à sa place, et si je ressentais ce qu'on me dit qu'il ressent, je le ferais. Je ne sais pas si cela servirait à quelque chose, et cela pourrait lui coûter son poste. C'est peut-être la raison pour laquelle il ne le fait pas. Mais quelqu'un doit dire au commandant en chef plusieurs réalités très importantes. Premièrement, l'Ukraine est en train de sombrer lourdement,
Et la manière dont elle sombrera, ainsi que l'ampleur de sa défaite, vont nuire à l'OTAN pendant un certain temps, et probablement au bout du compte, à Washington. Nous épuisons nos munitions dans une guerre sur ce théâtre qui ne peut absolument pas être gagnée. Et plus nous épuisons ces munitions, plus l'autre camp en vient à considérer que l'ennemi c'est nous, pas Zelensky. Zelensky n'est qu'un outil. Je ne suis même pas certain qu'il n'en ait pas déjà décidé ainsi. Si vous avez entendu le discours que Poutine a prononcé récemment et que la Douma a, en quelque sorte, exprimé son souhait de le voir continuer, vous comprenez à quel point le front est solide en Russie, malgré les reportages absolument lamentables des médias américains, y compris du New York Times, sur l'état de la Russie. La Russie est actuellement en excellente position, à tous égards, vraiment, sur ce théâtre. Le problème, c'est que cela pourrait, et a toutes les chances de s'étendre. Et nous pourrions voir tout ce front que nous avons développé, de l'Arctique à Chabahar, se transformer soudainement en un conflit régional vraiment grave et probablement à terme en un conflit mondial. Et tout cela parce que Donald Trump ne sait pas quoi faire sur aucun des deux théâtres majeurs, l'Ukraine ou l'Asie du Sud-Ouest. Il est en train de perdre lourdement en Asie du Sud-Ouest. Il ment sur la diplomatie. Il ment chaque jour sur la diplomatie. Il n'y a aucune diplomatie en cours. Zéro. Absolument aucune. Ni avec les Omanais, ni avec les Pakistanais, et certainement pas avec les Iraniens. Il ne se passe rien. Il ment là-dessus. Et en même temps, il ne fait rien face à ce conflit en Ukraine, si ce n'est l'aggraver, le rendre plus profond, et accroître les chances que la Russie décide que nous sommes un ennemi intérieur à cause de cela. Et Dieu seul sait quelles répercussions ça pourrait avoir, surtout si cet incompétent de président Donald Trump s'en mêle à nouveau. Et il ne va pas s'en mêler pour y ramener la paix, comme il avait dit au départ qu'il le ferait. Donc, à bien des égards, nous fusionnons ces théâtres d'opération, nous créons toutes sortes de petits conflits en leur sein, et nous les poussons, en réalité, à s'étendre. Et comme vous venez de le laisser entendre, il est possible que sur un ou plusieurs de ces théâtres, nous voyions une arme nucléaire être utilisée. Et là, c'est parti. Je veux dire, là, nous nous retrouvons dans une situation vraiment dangereuse. Je viens d'écouter Glenn Dyson et le général allemand. Vous l'avez probablement déjà entendu, vous aussi, Kujat. Il a dirigé les forces allemandes, puis il a aussi occupé un poste très élevé à l'OTAN. À mon avis, ce qu'il dit correspond à tout ce que je savais lorsque j'étais au gouvernement. J'étais proche de ces questions à l'époque. Il a fait un brillant récapitulatif de ce qui s'est passé, de George H.W. Bush jusqu'à l'avenir et au présent, et de la manière dont nous avons roulé la Russie à droite et à gauche, à chaque occasion. Et nous l'avons fait de plus en plus en utilisant la situation en Ukraine, que la Russie a presque désespérément essayé d'empêcher, en cherchant à protéger la population russe, en essayant de ne pas faire la guerre. Et pourtant, nous n'avons cessé d'attiser les choses, encore et encore. Merkel avait raison lorsqu'elle a dit en substance que tout ce que nous avions fait en 2014, c'était simplement gagner du temps pour réarmer l'Ukraine. Il a fait une présentation remarquable là-dessus. Il a raison, il a tout à fait raison. Donc aujourd'hui, nous avons un empire et il est dirigé par un idiot. Il est dirigé par un idiot absolu. Mais cet empire s'y emploie depuis la première année du premier mandat de Bill Clinton. Essayer de vaincre la Russie par tous les moyens possibles. Il a très tôt découvert le relais ukrainien et il l'a utilisé. Et en même temps, il a essayé de donner à Israël le prétexte dont il avait besoin pour achever la stratégie de la rupture nette, c'est-à-dire éliminer l'Iran, provoquer un changement de régime en Iran. Voilà toute notre stratégie depuis le premier mandat de Bill Clinton, et elle a lamentablement échoué. Et nous sommes maintenant confrontés à cet échec, nous devons y faire face,
et nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Et c'est tragique que nous allons mettre le monde en guerre. Nous allons mettre le monde en guerre. Yeah. Actually, they're cooperating with Ukrainians right now. Oui. Because we've learned En that fait, the ils Ukrainians coopèrent Reuters en ce moment avec les Ukrainiens manufacture parce que nous avons appris, Reuters l'a rapporté, que le fabricant ukrainien de missiles, Firepoint, est en train de conclure un nouvel accord avec 13 entreprises européennes de défense pour produire un nouvel intercepteur, ou, vous savez, un missile balistique. C'est un intercepteur destiné à leur système de défense aérienne. Ils disent que cet intercepteur coûte moins d'1 million d'euros, ce qui serait nettement moins cher que le système Patriot. Significantly cheaper than the Patriot system. Et si ça marche ne serait-ce que 5% du temps, c'est probablement mieux que le système Patriot. Enfin, c'est le plus gros marché de dupes qu'un entrepreneur américain de la défense ait jamais refilé au monde. On l'a donné à presque tous nos alliés. On allait le donner à Zelensky. J'ai compris que ce n'était plus d'actualité. Oui, mais enfin, vous savez, Ted Postol a raison. Je ne pense pas que ce soit aussi bas que 4%, mais je pense que c'est autour de 20%. Et on dépense des milliards de dollars là-dedans, tout comme on dépense des milliards de dollars dans le F-35, qui a un taux de disponibilité opérationnelle de 27%. Enfin, nous ne sommes pas seulement des menteurs dissimulateurs, de vrais sacs de fumier de cheval, pour reprendre l'expression. Nous sommes des escrocs. Nous sommes des escrocs. Nos entreprises sont des escrocs. Je pourrais changer d'avis sur cette disposition que le Sénat examine dans la NDAA, le fait de partager tout ça avec Israël. Oui, on va vous le partager, Israël. Vous allez le payer au prix fort. On va le partager. Ça marche pas. Je ne sais pas. Je critique des choses dont je ne suis pas expert, mais enfin, je pense que Ted Postol a raison au sujet du Patriot, et je vois certains des résultats. Je crois vous avoir dit que j'avais eu une conversation avec Bill Perry dans son bureau, avec mon séminaire du Marine Corps War College. Ingénieur, le seul ingénieur à avoir jamais été secrétaire à la Défense. Et il nous a fait un très très bon exposé. Il a dit, jamais, dans l'histoire de la défense aérienne, et face à des choses qui arrivent par les airs et contre lesquelles on veut se défendre, on a pu atteindre un taux de destruction supérieur à 0,21. Jamais. Parce que c'est simplement la nature même de la géométrie, de l'arithmétique et des différents environnements. Vous savez, il a dit que n'importe quel ingénieur sait qu'on ne pourra jamais faire mieux qu'une interception sur 4. Et est-ce que ça vaut des milliards de dollars? Ne vaudrait-il pas mieux s'orienter vers un autre type de système, comme peut-être des avions ou autre chose? Enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, vous allez dépenser ces milliards de dollars dans quelque chose comme le dôme de fer, et ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas au point de justifier l'argent que vous y aurez dépensé. Et c'est pour ça, et c'est un point que Kujat a soulevé dans son intervention avec Glenn Diesen, que le traité ABM était si important. Il était capital. Et quand George W. Bush, mon président, a dénoncé ce traité, ce fut un échec de première importance. Parce que ce traité, le traité sur les missiles antibalistiques, établissait un régime vérifiable et applicable. Un régime sur lequel les deux grandes puissances mondiales de l'époque, l'Union soviétique et les États-Unis, s'étaient mises d'accord et qui aurait pu être étendu. Il disait, vous ne voulez pas faire ça, parce que vous vous imposez une multiplication des coûts par 10, voire par 100, pour un gain si faible. Et c'était l'argument technique principal. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens l'ont accepté, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas accepté autrement. Nous avons fait une chose terrible en supprimant ce traité. Et bien sûr, tout a commencé à s'emballer. Nous avons maintenant éliminé tous les traités, y compris le plus dangereux de tous, le traité FNI.
Nous avons donc fait tout ça. L'Empire a fait tout ça. Je veux dire, nous avons parfois reçu l'aide d'autres acteurs, comme l'Europe, mais ce sont nos erreurs, les unes après les autres, depuis que Bill Clinton est devenu président. Et je n'exonère aucun président de cette accusation après lui. Depuis lors, nous avons commis des erreurs tragiques et nous en payons le prix. Et nous allons le payer encore plus cher. J'en ai peur. Larry, Bloomberg rapporte que l'Arabie saoudite mène des discussions indirectes avec des Yéménites, avec les Houthis, par l'intermédiaire de médiateurs omanais. Ils indiquent aussi que les Saoudiens préparent des options militaires si la diplomatie échoue. Selon vous, de quelles options militaires dispose l'Arabie saoudite? Je pense qu'ils ont déjà montré qu'ils n'en avaient pas. Face aux Houthis, je pense qu'ils l'ont déjà démontré. Cette guerre a duré combien de temps? Je veux dire, je connaissais tous les détails parce que je travaillais dessus au Congrès. Mais ça fait peut-être 15 ans que les Saoudiens essaient. Oui, ils essaient avec notre aide. Du renseignement, des bombes, des F-15, des F-15 à rayon d'action étendu. On leur a donné tout ce qu'on pouvait, sauf l'évier de la cuisine. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est envoyer des troupes au sol. Du moins, je ne crois pas qu'on l'ait fait. À un moment, je pensais qu'on avait des conseillers sur le terrain. On en avait probablement, en réalité. Et ils n'ont pas réussi à les battre. Alors qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils vont les battre maintenant, alors qu'ils sont bien plus assiégés qu'à l'époque? Et ils n'ont pas forcément les États-Unis à leur côté avec toutes ces JDAM, tout ce renseignement et tout le reste parce que nous sommes occupés ailleurs. Oh, je pense que nous sommes occupés en Iran. Je ne vois tout simplement pas comment MBS, qui était en fait leur ministre de la Défense quand tout ça a commencé, est devenu une sorte de Karl von Clausewitz. Je ne pense tout simplement pas qu'il en soit capable. Donc, la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est ce qu'ils font avec les Omanais, qui offrent leurs bons offices, la diplomatie. Mais si j'étais à la place des Houthis, ils ont en quelque sorte l'avantage en ce moment, à plus d'un titre. Je ne suis pas sûr que j'abandonnerais cet avantage, à moins d'obtenir de MBS et des Saoudiens en général des promesses auxquelles je pourrais faire confiance. Et je ne suis pas sûr que les Houthis feront jamais confiance aux Saoudiens. Je ne pense pas, Larry, qu'il semble que Donald Trump envoie des messages à l'Iran. Mais du côté iranien, il parle. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le professeur Miranda. Il a dit que s'il se passe quelque chose, ce sera un protocole d'accord plus. Qu'est-ce que ça signifie? Le plus, c'est le Yémen. Le plus, c'est Gaza et la Cisjordanie, la Palestine. Et c'est ce qui se passe dans l'esprit des Iraniens. Je ne vois pas cela se produire avec Donald Trump. Moi non plus. Mais il s'est déjà produit des choses plus étranges quand des présidents américains se retrouvent acculés. Le problème avec le désespoir, ou même avec une imitation du désespoir, c'est que je ne suis pas sûr que Trump sache ressentir le désespoir. Chez certains présidents, cela pourrait au moins avoir une chance d'agir sur leurs facultés cognitives. Avec Donald Trump, je ne pense pas qu'il ait les facultés cognitives nécessaires pour ce type de situation complexe. Alors qui va l'aider à faire ça? Quand on regarde autour de lui, il n'y a que des courtisans. Et maintenant, apparemment, on va en avoir un autre avec Todd Blanche, son avocat. Ou plutôt, on l'a déjà en fait, et je ne vois personne lui donner des conseils qu'il écouterait et auxquels il se conformerait pour commencer. Et deuxièmement, je ne vois rien qu'il puisse faire vu la situation dans laquelle il s'est mis, à part capituler. Enfin, ça ressemblera à une capitulation. Oui, il avait ce qui s'en rapprochait le plus, en quelque sorte masqué, dans le protocole d'accord. Enfin, c'était une capitulation.
ce document, c'était une capitulation. Mais il l'avait un peu masqué, et il aurait peut-être pu, avec sa vantardise et ses mensonges, la masquer suffisamment, au moins auprès de sa base, pour ne pas causer de dommages irréparables aux chances des républicains de gagner les élections de mi-mandat, ce qu'il est en train de faire maintenant. Il le fait maintenant. Donc il a écarté ça, il y a renoncé. J'imagine sur les conseils de qui, peut-être Bibi Netanyahou. Donc je ne pense pas que les Iraniens vont y retourner. Ils pourraient y retourner si c'était plaqué or. Ils pourraient y retourner s'ils avaient, eux comme les Omanais, des garanties absolues que les deux canaux seraient omanais et iraniens, et que le détroit serait exploité conformément à leurs souhaits, et ainsi de suite. Je ne sais pas, mais je pense qu'il a perdu l'occasion d'avoir un échec qu'il aurait pu masquer politiquement. L'échec qui arrive ne pourra pas être masqué. Je pense qu'il sera perçu pour ce qu'il est. Peut-être que les plus fervents partisans du MAGA ne le verront pas ainsi, mais la plupart des Américains le verront ainsi. Et nous sommes déjà, je crois, face au taux de désapprobation de Donald Trump les plus bas de l'histoire des sondages. Je ne vois pas comment il pourrait se relever. Il aura toujours ce noyau dur qui aime les brutes, qui aime Donald Trump, qui voue un culte à Donald Trump, les gens du genre Laura Loomer, dans le public plus large. Mais je pense qu'il est en train de perdre. Je pense vraiment qu'il est en train de perdre sur le plan politique. Ce n'est pas que les républicains ne trouveront pas toutes sortes de moyens de tricher ou quoi que ce soit. Ce n'est pas que l'ICE ne pourrait pas être déployé pour intimider les électeurs, voire pire. Mais je pense qu'il a perdu. Je pense qu'il a perdu et que de plus en plus, même lui va devoir le reconnaître. Alors c'est le moment, tant que vous n'êtes pas complètement battu, de trouver une façon de mettre fin à cette guerre. Mais est-ce que je crois qu'il le fera? Pas une seconde. Israël est très déçu pour cette décision de Donald Trump d'annuler l'attaque contre l'Iran. Oui, Il me semble ça. ça leur a probablement sauvé la vie. Ça leur a probablement sauvé la vie. Comme la défense, comme Katz essayait de le dire à Netanyahou. C'est tellement étrange, Larry. Tellement étrange. Parce qu'ils ont dit Smotrich a dit récemment que ça lui allait très bien, cette guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et eux ne font rien. Ils restent là, à l'écart, à regarder ce qui se passe. Et maintenant, ils sont déçus par cette guerre, parce qu'ils étaient censés être aux côtés des États-Unis dans cette attaque contre l'Iran. À moins qu'ils nous aient simplement trompés. Tu crois? Ils ne vont pas en faire partie. Ce sera encore une fois entre l'Iran et les États-Unis. Eux vont rester à l'écart et simplement regarder. Oui, ils pensent, enfin certains d'entre eux je crois, que si c'était le cas, l'Iran ne déchaînerait plus sa fureur contre Israël. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je ne suis pas sûr que l'Iran ne voit pas clair dans cette manœuvre et ne déchaîne pas de nouveau sa fureur contre Israël. Et je pense que ce serait la fin d'Israël. En tant qu'État juif fonctionnel, je pense que ce serait la fin d'Israël. Je regardais les chiffres hier. Je ne sais pas si je peux leur faire confiance parce que certains viennent d'Israël et d'autres viennent d'Iran. C'est une organisation internationale qui suit les vols d'avions et ce genre de choses, l'immigration. Immigration avec un E et un I. Et je regardais d'une part le nombre d'Israéliens qui sont partis, de Juifs israéliens, et le nombre de Juifs israéliens importants qui sont partis, des médecins, des avocats, des dirigeants d'entreprises, des cadres de l'industrie de la défense, et ainsi de suite. Et on se dit, bon, eux ont l'argent, ils peuvent acheter des billets d'avion, ils peuvent partir, et ainsi de suite. Puis j'ai regardé une autre analyse. Pensez-vous qu'ils reviendront quand les hostilités se seront un peu calmées? C'était surtout des opinions, mais exprimées par des gens assez avisés.
Et l'opinion dominante, c'était non. Vous pensez qu'ils reviendront dans 1 an? Vous pensez qu'ils reviendront dans 2 ans? Non. Alors qu'est-ce que ça fait du refuge que tout le monde disait que cet endroit en Palestine était censé être pour les Juifs? C'est pas un refuge. Et son avenir, c'est la guerre, puis encore la guerre. Et des gens comme Bibi Netanyahou, Naftali Bennett, et probablement Eisenkot, et peut-être même d'autres, pensent que c'est une bonne chose. Et parce qu'ils vont gagner toutes ces guerres, prendre des territoires, et avoir davantage d'espace vital. J'ai une nouvelle pour eux, la région ne va pas le permettre, je ne crois pas. Et donc cette expérience va s'arrêter. Et l'Iran pourrait être crédité d'avoir été cet État de la région qui a mis un terme. La raison pour laquelle Donald Trump, si j'ai bien compris, a annulé l'attaque, c'est le détroit d'Ormuz. Après tout, l'objectif principal, c'est le détroit d'Ormuz. Tout tourne autour de ce qui s'y passe. Et il me semble que le programme nucléaire, on ne peut pas oublier le programme nucléaire. J'aimerais l'oublier parce que je pense qu'ils ont déjà la bombe. Oui, le programme nucléaire. Mais l'objectif immédiat, ou l'objectif principal, c'est le détroit d'Ormuz. C'est celui qui fait le plus souffrir le monde et qui promet d'en faire encore davantage. Alors, en quoi une nouvelle attaque contre l'Iran l'aiderait-elle? C'était la principale raison pour laquelle il a annulé l'attaque. Mais Israël se préoccupe-t-il de l'un de ces enjeux qui sont pourtant importants pour les États-Unis, pour la région? Ou bien Israël ne voit-il que son propre objectif? Est-ce qu'il se moque du partenariat? Parce qu'ils disent que chaque fois que Benjamin Netanyahou parle de la relation entre les États-Unis et Israël, c'est toujours « Nous sommes de bons partenaires, tout va très bien, ils font des choses pour nous, nous en faisons pour eux. » Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Bibi Netanyahou laisserait tomber les États-Unis et se trouverait un autre super papa en un clin d'œil s'il pensait que c'est à son avantage. C'est pourquoi je pense, au fond, il y a beaucoup de raisons à cela. Mais au fond, c'est pourquoi je considère qu'Israël est un passif stratégique, pas un atout stratégique, parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Alors, on peut dire que presque n'importe quel allié dans le monde, de l'Allemagne au Japon, pourrait, à un moment donné dans la relation, être jugé indigne de confiance. Mais moi, je jugerais Israël indigne de confiance 100% du temps, parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est simplement mon sentiment. C'est ainsi que je le vois depuis 1948. C'est comme ça que, selon moi, les choses ont évolué. Ils sont un passif, pas un atout. Je ne sais pas ce qu'ils pensent en ce moment, parce que je ne sais pas qui pense à leur place. Je pense que de plus en plus, ce n'est pas Netanyahou. Et par là, j'entends la réflexion qui produit des plans, des actions pour l'avenir. Ce n'est pas Netanyahou. C'est de plus en plus le groupe en Israël qui soutient Netanyahou tant qu'il est encore au pouvoir, mais qui veut le voir partir. C'est un groupe au sein du Likoud et un groupe au sein de ce que j'appellerais les partis qui entrent et sortent de l'orbite du Likoud. Et je ne sais pas ce qui se développera avec le départ de Netanyahou, si ce n'est une aggravation de la situation actuelle. Donc tant que c'est l'avenir de cet État juif, s'il n'est pas détruit par l'Iran, il deviendra de plus en plus un handicap stratégique pour l'Empire. Et tôt ou tard, cette direction israélienne qui émergera après Netanyahou devra trouver un autre bailleur de fonds ou un autre arrangement. Sera-ce avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran?
dans une autre direction qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui? Je ne sais pas. Ou bien est-ce que cela disparaîtra tout simplement? Moi, je souscris à l'idée que cela va tout simplement disparaître, à moins qu'Israël ne trouve le moyen de devenir une véritable démocratie, qu'il accepte tous ses citoyens au sein de cette véritable démocratie, qu'il ne reste plus aucune trace d'apartheid, et qu'il accepte le fait que, tôt ou tard, à moins d'être lui-même incroyablement productif, il finira par céder face à une majorité d'Arabes en son sein. Je veux dire, c'est tout simplement la réalité. Est-ce que cela arrivera un jour? Je ne sais pas. C'est possible, mais pas avec cette direction. Cette direction doit probablement être éradiquée. D'ailleurs, je lisais un article l'autre jour. L'auteur disait que le sionisme en soi, certainement le type de sionisme que défendent Smotrich, Ben Gvir, Netanyahou de temps à autre et d'autres, doit être détruit. Il faut s'en débarrasser. Pour qu'il puisse exister quelque forme d'État que ce soit, avec des Juifs vivant dans cette région, qu'ils soient majoritaires ou même minoritaires, mais une minorité importante, il faut l'éradiquer. Il faut s'en débarrasser. Il le faut. Quelqu'un l'a formulé ainsi. Il faut l'emmener dans le désert, l'abattre et l'enterrer. Il le faut. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a qu'une guerre permanente. Je pense que c'est juste. Et comme je l'ai dit auparavant, comme je l'ai laissé entendre, peut-être que l'Iran va être indirectement, sinon directement, l'instrument de cette métamorphose, de ce changement, de cet état très toxique à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Ce serait une évolution positive. Cela prendrait probablement du temps et sans doute beaucoup de recomposition des relations dans la région. Et cela va nécessiter, je pense, ce qui se passe en ce moment à l'instigation de l'Iran, le départ de l'empire de la région. Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré qu'il n'y avait aucun obstacle à une rencontre entre le Hezbollah et les dirigeants syriens et qu'une telle rencontre aurait lieu au moment opportun, selon l'évaluation et l'accord mutuel des deux parties. C'est, je pense, une déclaration importante de leur part, parce que nous savons de quelle manière le Hezbollah aidait Assad, Bachar el-Assad. Et là, il change de position. Il s'en éloigne en raison de la nouvelle réalité en Syrie. Et la réalité en Syrie est, d'une certaine manière, diriez-vous, Larry, que la Turquie soutiendrait cela, ces discussions entre les deux? Eh bien, ce sont des terroristes qui parlent à des terroristes, n'est-ce pas? Si l'on reprend notre perception du Hezbollah, d'Al-Qaïda et de ses origines, ce sont des terroristes qui parlent à des terroristes. Ce n'est pas forcément pour dénigrer cela, c'est pas dire que ça ne pourrait pas être productif, mais je dois croire qu'Erdogan le voit probablement ainsi et qu'il est quelque peu préoccupé par ce qui pourrait découler de cette conversation. Franchement, je ne pense pas qu'il se passera quoi que ce soit, mais il y a une possibilité. Et cette possibilité doit être acceptée par Erdogan, sinon ça n'a pas d'avenir. Cela ne peut pas s'épanouir, si vous voulez. Je continue donc. Je suis d'accord avec le colonel McGregor, par exemple, lorsqu'il dit que la Turquie est, à bien des égards, la clé de cette région. Et elle n'a tout simplement pas encore montré qu'elle savait mettre la clé dans la serrure et l'ouvrir. Mais c'est le cas. Cela pourrait être positif si la Turquie l'accepte et contribue à le faire avancer, si vous voulez. Et l'objectif ultime des deux, c'est une Syrie saine et raisonnablement sûre, un Liban sain et raisonnablement sûr, et aucun des deux ne menaçant la Turquie. Mais comment y parvenir, à moins que ma prophétie ne se réalise? Israël qui vient tout le temps mettre le désordre là-dedans, parce qu'Israël veut la Syrie. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'Israël veut la Syrie. Et je pense qu'ils la veulent tout entière. Et ils veulent toute la Jordanie. Donc tant que vous avez ce type de motivation à l'expansion dans la région, il est difficile d'imaginer que les pays autour puissent connaître la paix eux non plus.
hard to think about people around it having any peace either. Yeah. It means that Cela signifie que les États-Unis doivent se prêter à des guerres qui se poursuivront sans fin. Yeah, and that's what Israel is a recipe for. Oui, et c'est exactement ce à quoi Israël est voué. Regardez depuis 1948. À quel moment n'ont-ils pas été en guerre, vraiment? Ce n'est pas un refuge sûr, c'est pas ce qu'on avait promis que ce serait. C'est tout sauf un refuge sûr. Si vous aimez la guerre, si vous aimez vivre sous une menace constante, si vous aimez être attaqué ou voir votre gouvernement attaqué plus souvent que rarement, tout le temps, pour pouvoir continuer à profiter de votre Coca-Cola et de vos blints, très bien. Mais c'est pas ma conception d'un État qui réussit. Oui, j'imagine Larry, disons-le comme ça. Partons du principe qu'il y ait une possibilité que Benjamin Netanyahou soit écarté de ses fonctions en Israël. Si cela arrivait, comment voyez-vous la politique étrangère d'Israël ou son influence sur les États-Unis influer d'une manière ou d'une autre sur sa stratégie de guerre sans fin en Asie occidentale? Eh bien, vous savez, ça peut paraître étrange, mais je pense que la relation pourrait s'améliorer en réalité. Peut-être pas tant que Donald Trump sera président, mais il ne le sera plus très longtemps. Que Dieu nous aide s'il le reste. Ça pourrait s'améliorer, mais je ne vois personne autour de Netanyahou ou susceptible de le remplacer qui ait l'envergure politique nécessaire pour apporter ce genre de bon sens salutaire à ce régime plus ou moins presque théocratique. Et tant que ce sera le cas, je ne sais pas où trouver quelqu'un. D'autres diraient que lorsque Rabin a été assassiné, le mouvement pour la paix en Israël l'a été aussi. C'était donc pas forcément le mouvement pour la paix, en termes d'effets réels, mais les gens qui cherchaient une solution permettant de faire une place aux Palestiniens comme aux Juifs. Ils ne sont plus là. Ils ont complètement disparu. Ils ont été éliminés. Alors, je ne sais pas où trouver cette alchimie, cet ingrédient capable de faire renaître cet aspect d'Israël, puis de le faire prospérer. Certains diront que Rabin n'était pas vraiment meilleur que les autres, qu'il le dissimulait simplement mieux. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je connais des gens qui l'ont connu personnellement, et je pense que c'était un individu différent. Et je pense que c'est pour cette raison que Netanyahou a orchestré son assassinat. Parce que je suis quasiment certain que Netanyahou savait ce qu'il faisait lors de ses rassemblements politiques. Et il savait qu'un colon finirait tôt ou tard par sortir et tirer sur Rabin, parce qu'il organisait les circonstances pour que cela arrive. Et, d'une certaine façon, il a détruit toute possibilité pour Israël de trouver un accommodement raisonnable avec les Palestiniens et d'avoir une véritable démocratie où les Juifs seraient prépondérants, sinon majoritaires au Levant. Il a détruit ça. Il a détruit ça. Et il savait très bien qu'il était en train de le détruire lorsqu'il a fait assassiner Rabin. Après ça, tout ce qu'il a fait a consisté à consolider cette victoire. S'en débarrasser maintenant va être extrêmement difficile. Mais l'Iran pourrait le faire. Oui. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a abordé plein de sujets, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Tenez-moi au courant si vous entendez quoi que ce soit de plus sur ces types qui disent à Bradley Cooper ce qu'il devrait faire. C'est fascinant pour moi en tant qu'ancien militaire. J'ai souvent eu envie d'aller voir le général ou l'amiral et de lui dire « Laissez-moi vous dire ce que vous devriez faire ». Je l'ai fait une ou deux fois. Une fois, on m'a répondu « Allez-vous-en ». Une autre fois, ils ont adopté mon idée. Enfin, j'étais un peu
J'aime à penser que j'avais une certaine influence à ce moment-là en tant que colonel. Mais on ne sait jamais. Bon, tout le monde se réunit. On va parler de ce qu'on va faire pour battre l'Iran. Okay, everybody come together. We're going to talk about what we're going to do to beat Iran. Yeah. Okay, Bradley, let's go. D'accord, Bradley, allons-y. C'est choquant, choquant. C'est choquant. Ça a été choquant. Quand j'ai lu ça, j'ai été choqué. When I read it, I was shocked. Vous en êtes à ce point désespéré. D'accord. Okay. Merci, merci Larry. Prends soin de toi. À bientôt. Prenez soin de vous. Take care. À vendredi. À vendredi. Exactly. Exactement. My last time. Je pense que c'est la dernière fois pour un moment. Prenez soin de vous. Take care. Prenez soin de vous.